Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon tout le monde. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez aujourd'hui mon podcast qui s'intitule Dans le franc des yeux, où est-ce qu'on essaie d'avoir des discussions franches, en toute franchise, avec plusieurs invités différents qui ont des points de vue également différents sur un même sujet, dans le but peut-être d'élargir nos opinions et de prendre des décisions avec consentement informé et le plus de nuances possible. Aujourd'hui, on se questionne sur les liens entre l'obésité et la santé de l'être humain. Mise en contexte rapide, tout le monde. Le 15 août dernier, dans le Journal de Montréal, il y a le docteur Richard Béliveau qui avait déposé une chronique au titre assez choc quand on lisait la chronique, soit « L'obésité santé, ça n'existe pas ». Alors, je cite la conclusion relevée par M. Béliveau dans sa chronique qui démontrait donc les résultats d'une étude qu'il avait réalisée en Grande-Bretagne. Alors, ouvre les guillemets, une grande étude britannique réalisée auprès de 381 363 personnes suggère cependant que ce concept d'obésité santé n'est pas valable et que l'excès de poids est inévitablement associé à un risque accru de développer un diabète de type 2 ainsi que d'autres conditions chroniques. Fermez les guillemets. Alors, étant moi-même quelqu'un qui s'est toujours questionné un peu sur les liens entre la santé et l'obésité, parce que dans ma vie, moi, j'étais toujours quelqu'un qui était très, très sportif dans mon adolescence et même dans mon âge adulte. J'ai fait plusieurs sports et tout ça. Et avec le temps, en vieillissant, ben là, je passé des changements dans mon métabolisme, j'imagine tout ça. Prise de poids, expérience avec la diète, le jeûne et tout ça, perte de poids, reprise et reperte de poids. Alors, pour moi, au fil des expérimentations, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien très clair entre, de façon subjective et personnelle, ma santé et mon poids général. Alors, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma tête et justement, quand j'entendais des gens dire, parce que bon, il y a différentes perceptions un peu de la situation, quand j'entendais des gens dire, il n'y a pas de problème, des fois, on peut être très obèse et en santé malgré tout, pour moi, il y avait une inadéquation où les pièces du morceau, ça ne fitait pas comme ça ensemble dans ma tête. Alors, je me suis questionné beaucoup à essayer de comprendre ça. Et au fil du temps, ben, je me suis dit, est-ce que c'est réellement la réalité scientifique qu'on peut être obèse et en santé? Alors, malgré tout, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a le désir personnel d'être en santé optimale et de travailler sur soi nécessairement. Il y a des gens qui ont d'autres priorités dans leur vie et ça, c'est bien correct aussi. Alors, il y a le côté humain de ce côté-là qu'il faut absolument respecter et les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Moi, je suis pour une maximisation des libertés individuelles et au final, c'est sans doute ça, je dirais, le plus important. Alors, pour explorer cette question-là, on va avoir quelques invités qui vont nous en parler et pour partager ses points de vue et sa compréhension de l'obésité en lien avec la santé du point de vue peut-être métabolique, mon invité d'aujourd'hui va nous partager ses réflexions et ses expériences. Afin peut-être de m'aider à comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui en est en fait sous, si on veut, la question de l'obésité d'un point de vue un petit peu plus scientifique et physiologique. Avant de sauter dans la conversation, tout le monde, je veux vous dire merci d'être là en audio ou en vidéo. Bien sûr, vous êtes dans les pionniers de mon nouveau projet Franc-Maçon où on essaie ici d'avoir un peu plus de débat franc, de conversation franche peut-être dans notre société québécoise et un peu plus largement au monde. Alors, c'est mon humble contribution que j'espère productive ici dans le débat social. Et puis, si ça vous passe, si ça vous chante, eh bien, je vous invite bien sûr à vous abonner, me suivre et rester peut-être à la fin de l'épisode. Si le cœur vous en dit, vous êtes emballé, vous voulez me supporter, il y aura des options pour ça également. Juste avant de commencer, dernier petit avertissement, je veux dire que je ne suis pas un expert personnellement, ni un médecin et les points de vue de mon invité sont les siens. Aujourd'hui, c'est ses opinions et ses propres expériences. Il n'y a pas de relation patient-médecin qui va être développée dans cette émission ici. C'est à titre informatif. Par contre, si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin ou contactez peut-être après mon invité d'aujourd'hui pour avoir accès à ses cours et ses expériences privées. Alors, parlant de titre choc, justement, mon invité, lui, n'était pas allé non plus avec le dos de la cuillère dans un de ses livres qui est un best-seller qui s'intitulait « Pourquoi tu resteras gros toute ta vie ». Il a écrit plusieurs livres également, dont Maigrir, le voyage d'un héros, possède un doctorat aussi en médecine expérimentale de l'Université Laval, ici dans la région de Québec. Et depuis 25 ans, c'est un passionné justement du métabolisme au repos et du métabolisme à l'effort, donc en situation d'entraînement et d'activité physique. Et il utilise ses connaissances, bien sûr, depuis tout ce temps-là et encore aujourd'hui pour aider ses clients dans la tête de leurs objectifs privés et personnels. Alors, je vous demande un gros effort métabolique, tout le monde. Joignez-vous harmoniquement avec mes propres mains pour applaudir mon invité, M. Denis Boucher, PhD. Bonjour, Denis.
Hey, bonjour, ça va bien? Toute une intro? Ben écoute, faut faire aller notre métabolisme pour inclure nos invités. Question de se mettre un peu dans le bain de l'émission, du sujet aussi que je trouve personnellement super intéressant. Moi, je suis un passionné. On ne se connaît pas, Denis, mais je suis quelqu'un qui tripe juste à mon niveau personnel sur la science, un peu comment fonctionne la biologie et tout ça. Ouais. J'essaie de traiter mon corps un peu comme un laboratoire. Fait que je m'amuse à faire toutes sortes d'expériences et tout, juste pour le fun de voir un peu comment mon corps réagit à mon propre niveau, à quand je fais des changements, si on veut, dans mon style de vie et tout ça. Fait que je suis super content que tu aies accepté donc mon invitation. Merci beaucoup. Et puis, juste avant peut-être de sauter dans ta présentation personnelle, l'épisode et tout ça, j'aime ça commencer mon projet vu que ça s'appelle dans le franc des yeux avec ce que j'appelle un petit moment de franchise, si on veut, une petite anecdote là-dessus. Et puis, fait que je vais te partager un moment de franchise avec toi, Denis. J'écoute attentivement. C'est très basique, mais écoute, il faut que je te dise, parce que j'essaie d'être plus franc dans ma vie, tu sais, et puis je trouve que c'est sain d'avoir des dialogues francs socialement et tout ça, éviter les mensonges le plus possible. Et je suis quelqu'un qui a un problème d'addiction avec le sucre. Honnêtement, Denis, j'ai toujours eu ce problème-là. Et moi, depuis que je suis jeune, j'associe le plaisir physique souvent avec moi, c'est les biscuits trempés dans le lait et tout ça. Ça m'est arrivé d'allumer parfois un petit joint, bien sûr, acheté légalement chez la Société québécoise du cannabis. Et en fin de soirée, de triper bien raide à tremper des biscuits dans le lait. Et moi, c'est pas long. 2 paquets de biscuits, 3 paquets de biscuits en quelques heures. Ça passe. Et après ça, le lendemain, je le regrette. Je me dis plus jamais. Et une semaine après, ça recommence, je me retourne à l'épicerie, je me rachète 2, 3 paquets de biscuits et je fais ça et je me bourre la face et après ça, ben là, je prends du poids, je me sens pas bien, puis après ça, je suis obligé de reperdre ça. Fait que c'est un problème, c'est un combat dans ma vie, Denis. Fait qu'il fallait que je te partage ça en toute Ouais, franchise. on a peut-être 80% de chances de régler ton problème aujourd'hui quand je t'expliquerai comment fonctionne le métabolisme. OK, ben écoute, j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas si tu vas pouvoir régler mon problème d'association psychologique avec le Ah, c'est bonheur peut-être et pas les un biscuits. problème d'association psychologique, c'est peut-être un problème sur des bases bioénergétiques. Super, ben écoute, je suis déjà excité d'en entendre parler. Juste avant, écoute, je voulais savoir, est-ce que tu serais prêt peut-être à me partager un petit moment de franchise de ton côté? N'importe quoi, c'est pas obligé d'être en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, mais y a-t-il un moment dans ta vie où est-ce que tu sais peut-être soit que tu as manqué de franchise ou quelque chose que tu as le goût de nous partager, quelque chose où est-ce que tu as dit, ah là, je suis content, j'ai été franc ou pas assez franc, ou quelqu'un qui a été trop franc avec toi? Juste une anecdote pour le fun de Ah, commencer je le show. dirais, moi, c'est le contraire. Je suis un peu trop franc et trop direct parce que je me Ah suis oui? toujours dit, si mes clients me paient pour un service, ils me paient pour que je leur dise la vérité. Alors, s'ils font des conneries, ils sont lâches ou ils vont le savoir. Et y a-tu des C'est- moments où est-ce que ça s'est soit mal retourné contre toi ou que ça a créé des flamèches? Ouais, écoute, je dois avouer que j'ai des gens qui ont pleuré devant moi. Il y a des gens qui sont sortis fâchés. J'ai des gens que je leur ai carrément dit que je voulais plus avoir comme clients parce qu'ils se mentaient à eux-mêmes. Donc, c'est des discussions qui parfois sont nécessaires. C'est aussi cet aspect-là pour ma santé mentale. Donc, moi, je veux des gens comme clients qui sont prêts à s'investir. Et je suis rendu à un âge où j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui se mentent à eux-mêmes. Ça, c'est pas mon travail, c'est le travail d'un psychologue. Donc, et probablement que tu l'as vu sur mon site Internet, mais la manière dont je fais ma promotion de mes services, c'est si tu n'es pas prêt à investir du temps, à avoir une vision à long terme, viens pas me voir, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai probablement créé le programme de perte de poids le plus chiant sur la planète, celui où je te dis, si tu veux atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie, il faut que tu changes tes habitudes de vie et que ça reste pour le reste de ta vie. Donc, ça, là, c'est un mince pourcentage de la population Qui sont prêts qui à s'engager comme ça envers soi-même puis envers leur entraîneur ou leur personne qui va les guider là-dedans. Mais c'est intéressant parce que oui, j'avais vu ça, puis c'est une des choses que j'avais trouvé intéressante de ton côté, surtout dans cette période-ci où est-ce que, bon, ben, tu sais, c'est l'ère, là, ça s'en vient mainstream depuis plusieurs mois maintenant, le wokisme, la culture de l'annulation et tout ça. Et je trouve que c'est très lié justement avec l'angle un peu de mon projet personnel, dans le sens d'essayer d'amener de la franchise et de ne pas se mentir à soi-même et de ne pas mentir publiquement dans des conversations qui sont importantes d'avoir. Et je trouve que justement, c'est quelque chose qui est intéressant d'aller dans cet aspect-là. Donc, d'essayer d'être franc avec ses clients, avec les gens qui veulent perdre de poids, de ne pas dire n'importe quoi. Il n'y aura pas de cure miracle. Ça prend un engagement profond. Et ce que je trouvais le fun, c'est que tu utilises le mot justement gros aussi dans ton livre un peu, qui peut être utilisé comme
comme provocation à la limite des fois. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui avait été utilisé à la limite un peu consciemment pour provoquer ou est-ce qu'il y avait une autre intention quand tu Non, as écrit ce livre-là? en fait, j'ai fait mon entreprise avec ma personnalité. Je suis un gars que je crois, j'ai de l'humour dans ma manière de présenter les choses, mais aussi je suis direct et je suis franc. Alors, moi, je suis un gars de peu de mots dans la vie, là, mais donc, passer directement par la vérité, je crois que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, j'ai écrit 2 livres sur la perte de poids avant d'écrire Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. La réalité, c'est que la majorité des gens vont entreprendre un programme et vont l'abandonner pour toutes sortes de raisons. Et beaucoup de ces raisons sont des excuses personnelles, de la lâcheté, une hyper motivation qui fait qu'ils embarquent dans quelque chose et 2 jours plus tard, ils sont passés à autre chose. Donc, moi, je voulais, dans Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie, expliquer ces comportements, parce que ce sont les comportements que je vois depuis les 25 dernières années. Donc, c'est la réalité. Alors, je me suis dit, j'adoucirai pas les choses. Je sais très bien qu'un petit choc, ça attire les gens. Je l'ai fait comme ça. C'est la manière dont j'ai monté ma business. Je ne sais pas si tu as lu l'arrière du livre, mais c'est ce livre, si tu n'aimes pas le mot gros, ce livre ne s'adresse pas à toi. Si tu as des problèmes de troubles alimentaires, ce livre ne s'adresse pas à toi. Puis je dis très bien, ce livre s'adresse à 0,0001% de la population. Exact. Fait qu'il y a un côté marketing là-dedans, mais en même temps, tu ne vises pas non plus. Tu dis toi-même que tu es dans une niche très, très restreinte. Fait que je trouve ça intéressant. Oui, je vis avec une niche, là. Moi, ma business, c'est vraiment une niche très ciblée. Des gens qui vont être capables de comprendre mon humour en arrière de la façon dont je parle. Les gens qui ne m'aiment pas, c'est pas compliqué, allez ailleurs, écoutez-moi pas. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. C'est comme ça, moi, j'ai décidé de vivre ma vie et de travailler dans ma business, dans mon entreprise. Donc, je ne veux pas arriver pour promettre des choses miracles à des gens et qui vont entrer dans mon programme et ils vont frapper une réalité c'est extraordinairement difficile de perdre du poids et de maintenir cette perte de poids-là à long terme. C'est ça la réalité. C'est le fun, en fait. Puis ce que tu viens de dire, puis je veux pas qu'on s'éternise trop là-dessus, mais le fait de dire j'en ai rien à foutre que des gens apprécient pas nécessairement, que ce soit whatever, mon parler, mon humour, n'importe quoi, ou mon approche. Puis c'est correct comme ça, tu sais. Puis c'est une autre chose qui étant un peu que le balancier se ramène socialement ici, c'est de faire, ben écoute, il y a différentes approches pour différentes choses. Il y a différents intervenants publics, peu importe lequel sujet qui ont des approches qui nous intéressent, différents humoristes qui ont différentes approches qui nous intéressent ou pas, par exemple. Tu sais, juste pour faire un parallèle avec le cas de Mike Ward et toute cette affaire-là. Et si jamais tu n'aimes pas telle approche et tout ça, à la place de dépenser de l'énergie pour essayer d'aller canceller cette personne-là ici, ben passe à autre chose. Tu n'as pas à t'engager envers ça. Au contraire, tu te fais quasiment plus de mal que d'autres choses. Va chez quelqu'un avec qui ça résonne, qui a une meilleure approche pour toi. Alors là, les gens qui ne t'apprécient pas, ben, peuvent être très bien aller ailleurs ici. Et même moi ici, tu sais, je reçois plusieurs invités, puis je ne suis pas d'accord à 100% avec chacun des invités que je reçois. Mon objectif, au contraire, c'est de démontrer que même si je suis d'accord, mettons un exemple avec juste que ce serait 15% de toi, ben, tout le reste peut quand même très bien valoir la peine d'être exprimé publiquement. Et le reste qui ne résonne pas, ben, tu peux le laisser, puis tu peux prendre des morceaux qui marchent, puis faire quelque chose avec ça, puis avancer malgré tout. Tu sais. Oui. Puis tu vois, il y a des gens, moi, qui m'appellent et qui me demandent, Denis, en quoi ton programme est meilleur que les autres? Bien, je leur réponds, ce n'est pas une question qui est meilleure que les autres. C'est une question, il faut que vous déterminiez si mon programme répond à vos besoins. Et pour beaucoup de gens, mon programme ne répond pas à leurs besoins. Donc, c'est à toi de trouver, est-ce que je vais aller voir une nutritionniste ou je vais aller voir un autre entraîneur? Et donc, c'est de trouver ce qui répond à tes propres besoins. Et à un moment dans le temps, mon programme peut ne pas répondre à tes besoins, mais 2 ans plus tard, oui, parce que tu as fait un cheminement. Donc, le but, c'est de comprendre tout ça. Puis l'important pour moi, c'est que les gens réussissent, atteignent leur objectif. Donc, je n'arriverai pas pour faire croire que mon programme, c'est le meilleur sur la planète. Je préfère dire que mon programme est le plus chiant sur la planète parce qu'il est extrêmement dur à suivre. Et quand les gens embarquent, ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. C'est génial. Et puis, pour finir là-dessus, en fait, je trouve ça le fun parce qu'il y a aussi toute une question de relation aussi avec que ce soit ton médecin ou ton intervenant dans différents domaines. Tu sais. Puis, si mettons, tu sais, il y avait 2 personnes qui avaient un programme qui serait quasiment pareil au tien, toi puis une personne avec une personnalité totalement différente, tu sais, en tant que patient, mettons, ou que client, si on veut, peut-être que quelqu'un pourrait avoir le même programme, mais avec toi, ça ne clique pas.
sais, puis avec l'autre personne, ça clique et même si c'est le même programme, elle aura plus probablement de résultats et plus de plaisir avec une autre personne avec qui ça clique parce qu'elle parle un langage qu'elle aime mieux ou qu'elle a des whatever, tu sais, des valeurs différentes et tout ça. Puis ça, c'est pas mal, c'est pas bien. Ça veut juste dire justement qu'il faut avoir un match aussi au niveau humain qui est intéressant. Oui, parce que dans n'importe quel processus thérapeutique, puis on peut parler de la perte de poids comme un processus thérapeutique, les attentes sont très importantes. Et donc, ton lien avec la personne, le coach ou l'intervenant avec qui tu vas travailler est très important. Donc, il y a des gens qui ne sont pas capables de me sentir ma manière de parler, ma manière de m'exprimer. C'est sûr que le programme, même s'il est très précis au niveau métabolique, ça ne fonctionnera pas pour eux parce qu'ils vont détester m'entendre parler. Ils sont mieux d'aller avec quelqu'un d'autre qui va mieux correspondre à leurs attentes et à leur personnalité. Ça, c'est les bases même de la thérapie. Très cool. Ben écoute, c'est le fun. Je pensais pas qu'on allait jaser de ça un petit peu, mais ça fait du bien quand même de parler de ces choses-là, je pense, pour tout le monde qui écoute. Puis justement, peut-être qui à cause du mot gros et tout ça, pour avoir une prénotion, une préconception négative. Oui, écoute, j'ai même inventé le mot grossitude, moi, dans mon livre. Et l'état d'être gros, d'avoir des excuses pour être gros, d'être lâche, de ne rien faire, de rester son gros derrière dans le sofa. Moi, j'appelle ça la grossitude. Il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais il y a des gens qui trouvent ça drôle parce que ça leur parle, ça leur fait raisonner, comprendre pourquoi ils sont ainsi, comment ils pourraient changer. Mais il y en a d'autres, ça les rebute, ça les révolte. Donc, vous venez pas me voir. Exact, exact. C'est comme ça que ça fonctionne, la communication, je crois. Absolument. Ben, écoute, fait qu'on on va en discuter un petit peu. Je trouve ça intéressant. Il y a 3 points principaux sur lesquels tu parles dans tes programmes quand tu travailles avec un client là-dessus qu'on va élaborer. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton deuxième point. Donc, moi, je m'intéresse à la question du métabolisme, voir un petit peu comment toi, dans ton expérience, dans tes études et tout ça, puis vraiment avec tes clients, comment ça fonctionne. Mais je sais que tu parles dans tes approches principales, si on veut, qu'il y a 3 points principaux. Donc, s'engager, comprendre le métabolisme et puis la persévérance aussi. Donc, avant peut-être d'aller plus loin aujourd'hui, peux-tu nous faire un bref résumé un peu de ces 3 points-là et pourquoi est-ce que tu mets ça comme base de ton travail avec tes clients? Ben, écoute, c'est parce que c'est comme ça que fonctionnent les choses. Tu dois t'engager, tu dois t'investir et tu dois prendre la décision de changer ta vie. Et ça implique au départ de t'engager envers toi-même, de comprendre comment tu fonctionnes, c'est-à-dire toutes les excuses que tu te ponds pour revenir en arrière, tu dois les comprendre, tu dois les éliminer, tu dois travailler dessus. Et ça implique aussi d'aller plus loin parce que ta manière de gérer tes émotions, ton stress, vont jouer sur ta relation avec ta nourriture. Et dans mon programme, tu as toutes des dimensions de gestion du stress, amélioration de la qualité du sommeil, gestion des émotions. Tout ça, c'est la base même de la perte de poids. Par la suite, tu as la deuxième étape qui est la compréhension du métabolisme. Je veux que les gens comprennent 2 choses principales. Il faut manger pour maigrir. Il ne faut pas battre son corps à l'entraînement. Il faut le placer en situation d'équilibre. Et dans mes analyses que je fais avec les gens, je détermine au départ l'apport en calories, protéines, lipides, glucides qu'ils ont besoin, la zone de fréquence cardiaque au niveau de l'entraînement cardio dans lequel ils vont s'entraîner. J'établis le programme cardio et un programme musculaire de basse intensité. Tout ça, ramener le corps dans un état d'équilibre où, au lieu de stocker du gras, il va en brûler. Et ça, je sais que ça va très à l'encontre des croyances populaires où tout le monde pense il faut que je me prive de nourriture, il faut que je m'épuise à l'entraînement pour perdre du poids. Mais dans ces conditions-là, tu places le corps dans un état de stress métabolique et ta perte de poids ne dure pas plus que 20 semaines. Après ça, ton corps résiste, le métabolisme ralentit, tu stockes du gras et tu repars dans l'autre sens. Donc, si on veut que ça dure à long terme, il faut vraiment placer le corps dans un état d'équilibre métabolique. Et le troisième, qui est la persévérance, on va tous rencontrer des difficultés dans un programme de perte de poids. La vie ne s'arrête pas parce que j'entreprends un programme de perte de poids. Je vais rencontrer des difficultés, du stress, des émotions négatives. Mais si la tendance des gens, c'est qu'à la première difficulté, et ça, c'est très fréquent, là, la première difficulté, le premier plateau, la première émotion négative, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent tout, ils reviennent en arrière. Donc, la partie difficile dans mon programme, c'est de comprendre qu'il va falloir que tu t'analyses, que tu travailles sur tes émotions, ta capacité de gestion du stress et qu'à la première difficulté, tu ne recules pas, qu'on l'analyse ensemble pour que tu puisses comprendre pourquoi elle existe et comment régler le problème.
Et tu vois que ces trois éléments-là, ça inclut tout ce qu'est l'être humain, toute sa manière de penser, toute sa manière de se comporter, toute sa compréhension du métabolisme. Et ça demande énormément. Et c'est pour ça que je dis à mes clients, avant d'entreprendre mon programme, vous devez voir toutes les vidéos pour déterminer si vous êtes prêt à tout ça. Parce que c'est perdre du poids, c'est pas juste embarquer sur la balance et te dire que j'ai maigri, là. C'est toute la dimension humaine, psychologique, émotionnelle, équilibre de vie qui entre en jeu. Ta manière de te comporter avec ton corps, abandonner des vieilles croyances où tu bats ton corps, tu t'épuises et ça ne fonctionne pas. C'est extrêmement difficile. C'est clair, c'est des défis. Puis en même temps, c'est ça qui fait que le monde dans lequel on vit est intéressant aussi, parce que sans défi, bien sûr, ben, on stagne, on n'a pas d'objectif, et puis à partir de là, ben, on ne sait pas trop où se diriger dans le monde. Donc, le fait de se mettre des objectifs et tout ça, peu importe lesquels, dans quel domaine, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer et puis d'avoir, je pense, une passion ou une pulsion de vie aussi. Fait que c'est le fun, je trouve que tu travailles ça avec tes clients. Puis le point de la persévérance, pour moi, c'est la façon que tu l'as amené aussi, c'est super intéressant parce que dans l'idée de raffiner, toujours, donc d'évoluer son processus, de raffiner. Il y a des erreurs, il y a des trucs, mais de les analyser, de faire des corrections et puis de réavancer. Pour moi, ça fait partie de la méthode scientifique. Donc, il faut absolument avoir un objectif, avoir une méthodologie, puis rendu à un moment où est-ce quelque chose qui ne fonctionne pas, tu analyses, tu raffines et puis là, tu continues à avancer, donc par étapes, par plateau. Et c'est comme ça que tu vas te rapprocher de ton objectif autant que possible. Oui, bien moi, je dis à mes clients que mon programme est un processus d'apprentissage qui fonctionne par méthode essai-erreur. Exact. Ça ne pourra pas être parfait au début. Donc, c'est un programme qui est évolutif où, en fonction de l'évolution, on fait des ajustements, des correctifs qui nous permettent d'évoluer. Il faut aussi avoir des objectifs réalistes. Je te donne un exemple. Mes femmes, en moyenne, perdent 3/4 de livres par semaine, 300 grammes. Mes hommes perdent en moyenne 1 livre par semaine. Les gens qui ont des objectifs irréalistes, qui veulent perdre 2-3 livres par semaine, tu comprends que je ne suis pas le programme pour ça. Je vise une perte de poids santé et ça s'alterne avec des plateaux qui peuvent durer 2-3 semaines. Ça, c'est la réalité du métabolisme. Donc, si tu entres et tu te dis, oui, je vais le faire, là, oui, Denis, oui, je te comprends, là, je vais le faire, mais tu as un objectif irréaliste dans ta tête, tu vas échouer. C'est du long terme. C'est une transformation à long terme où on va rencontrer des difficultés. Il va falloir les affronter, les gérer. Absolument. Et puis, écoute, parlons justement un peu de ce que c'est le métabolisme et tout ça. Pour voir un peu comment est-ce qu'on peut le travailler, il faut comprendre de quoi qu'on parle à la base. Et je me demandais un peu, donc, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est peut-être pas nécessairement fréquent et tout ça, donc la médecine expérimentale. Donc, je me demandais un petit peu, peut-être faire un petit retour vite en arrière dans ton histoire personnelle. À quel moment dans ta vie, toi, Denis Boucher, est-ce que tu as cliqué que tu avais une passion, parce que tu dis clairement que tu es passionné par le métabolisme. Donc, à quel moment ça l'a cliqué? Et est-ce que c'était avant, après, donc ce passage en médecine expérimentale à l'Université Laval? Et comment ça s'est joué dans ta vie aussi en lien avec ta propre relation peut-être avec le poids et l'activité physique et ton évolution dans la compréhension de ce qui t'intéresse et comment ça marche avec ton corps physique à toi? Hey, ça a commencé jeune, ça a commencé à 14 ans, quand j'ai commencé à faire des cours de karaté. Okay. Et qu'à 16 ans, j'ai commencé, moi, à donner des cours. Et à 18 ans, quand j'ai passé ma ceinture noire, j'ai ouvert mon école de karaté. Ah ouais? Donc, moi, j'étais vraiment passionné par cette interrelation-là entre le fonctionnement du cerveau et le corps humain, parce que dans le métabolisme, ça fonctionne de même, mais avec mes petites connaissances à l'époque. À 18 ans, j'ai rentré en sciences d'activité physique à l'Université Laval. J'ai fait mon bac. Après ça, j'ai travaillé, là, je donnais des conférences, j'avais mon école de karaté. Puis après, j'ai décidé de commencer la maîtrise, où là, à la maîtrise, je me suis ramassé dans le temps à l'hôpital Laval, au laboratoire de physiologie de l'effort, où j'avais un directeur de recherche exceptionnel qui était Jean Jobin, qui disait, écoute, on a des appareils, utilisez-les, apprenez, trouvez le moyen d'apprendre. Donc, j'ai fait ma maîtrise. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai branché des gens sur des appareils, analyseurs de gaz, tapis roulant, électrocardiogramme, tension artérielle. Je leur demandais de penser à des choses stressantes pendant qu'ils étaient sur le tapis roulant. J'ai fait toutes sortes d'analyses psychophysiologiques, là, si tu veux un terme scientifique à ça. Parce qu'avant la maîtrise, mon directeur de recherche, c'était Raymond Desharnais, où j'ai eu des discussions passionnées sur la psychologie, le fonctionnement, le lien entre les pensées, les émotions. Moi, je voulais intégrer tout ça.
Ouais, c'est qu'en branchant le monde sur des appareils que je me suis rendu compte qu'en temps réel, peu importe ce à quoi tu penses, ton corps réagit à ce que tu penses. Il ne réagit pas à la réalité. Il réagit à ce que tu perçois du monde extérieur, à comment tu perçois le monde intérieur. Et c'est là que, quand j'ai commencé à faire toutes les analyses physiologiques, je me dis, waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire là que moi, je n'ai jamais entendu parler ailleurs. Et quand j'ai commencé à faire mes analyses, et donc, aujourd'hui, on appelle ça l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, mes sujets de recherche, c'était des malades cardiaques. Donc, infarctus, angioplastie, des gens qui avaient de l'angine de poitrine, que j'ai embarqué dans un programme de réadaptation. Il y avait une notion de perte de poids. Mais même dans le milieu scientifique, à l'époque, la notion de perte de poids, c'était calorie in, calorie out. Mange moins de calories possible, dépense-en plus possible, puis tu vas perdre du poids. Et là, je me suis dit, non, ça ne marche pas. J'ai dit, ça ne fonctionne pas. On n'a pas de résultat avec une approche comme ça. Et c'est là qu'au fil du temps, moi, quand j'ai fini mon doctorat en 1999, j'ai ouvert mon entreprise avec mon collègue de l'époque, qui était François Wittom. On avait un laboratoire de physiologie de l'effort. Lorsque j'ai quitté cette entreprise-là, j'ai ouvert un laboratoire de physiologie de l'effort sur le plan personnel, où là, je me suis mis à analyser des données. J'avais des dizaines de données. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas un aspect mathématique, la perte de poids. C'est un aspect physiologique de répartition, de distribution des réserves énergétiques. Et c'est là que la première fois, je me souviens, quand j'ai dit je fais une transformation absolue à partir de maintenant de mon programme de perte de poids, c'est au lieu de couper les calories, je vais faire manger un petit peu plus de calories à mes gens que leur métabolisme de base. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats. Lorsque j'ai éliminé la privation, wow! Et que là, je voyais mes clients vraiment maigrir, pas nécessairement à des vitesses folles, mais que tout le monde avait des résultats sans crever de faim, sans avoir des rages de sucre comme toi, tu peux avoir avec tes biscuits, parce que tu es probablement trop en privation et trop en exercice de haute intensité. Et que là, avec mes tests, en plus de permettre à mes clients de manger suffisamment de calories, j'ai baissé le volume et l'intensité d'exercice pour les amener dans une zone de fréquence cardiaque de basse intensité où ils brûlent du gras. C'est là que j'ai eu les meilleurs résultats, les résultats les plus exceptionnels. Et là, avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que même dans ces conditions-là, j'avais des clients résistants à la perte de poids. Alors, comme j'avais des données, je me suis intéressé beaucoup à mes clients résistants à la perte de poids pour faire évoluer mon programme, pour arriver à dire, OK, quand j'ai des clients résistants à la perte de poids, quelles sont les conditions qui font que mes clients sont résistants à la perte de poids? Et c'est avec le temps que j'ai embarqué les notions de qualité du sommeil, gestion du stress, gestion des émotions, disponibilité des réserves bioénergétiques. Et là, quand j'ai ajouté toute cette dimension humaine et globale-là, ben, j'ai éliminé encore plus de gens résistants à la perte de poids. Il m'en reste encore. Je vais toujours avoir des gens résistants à la perte de poids. Mais ma compréhension a fait que ça a amené dans mon programme une dimension globale que je trouve tout à fait passionnante parce qu'on s'intéresse à tous les aspects de l'humain. L'humain évolue en fonction de l'état de son milieu interne et de l'environnement. Tout l'affecte. Et c'est là que j'ai amené mes gens à comprendre qu'on a 100 % d'énergie dans une journée et que si tu en demandes 110 % tu as des chances de devenir obèse. Tu as des chances de t'épuiser. Tu as des chances que ta perte de poids ne fonctionne jamais. Super intéressant. Je suis content, en fait, qu'on ait fait cette parenthèse-là parce que, tu vois, en parlant de ton expérience et tout ça, puis ton évolution dans le système, tout de suite, ça amène totalement une autre dimension mais tu sais, mettons, à l'image de base du titre de ton livre et tout ça, puis des mots un peu plus chocs et tout, parce que directement là, on voit toute la profondeur et puis le côté aussi qui prend en considération l'aspect unique de chaque individu et un peu d'un aspect environnant. Tu parlais du côté humain, puis aussi d'un côté global, si on veut, de tous les points de vue ou de toutes les différentes données qui sont importantes de considérer pour la santé d'un individu unique. Tu sais. Et puis moi, ça me fait penser, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à la médecine naturelle et tout ça, puis ce genre de trucs-là aussi, justement dans une approche globale. Le mot est quasiment stigmatisé un peu, le mot holistique, là-dessus. Ouais. Il y en a qui associent ça à des trucs déconnectés et tout ça, trop spirituel, New Age et tout, mais je me demandais un petit peu, est-ce que tu vois ton truc comme une approche globale ou holistique, en fait, finalement? Globale, oui, effectivement. Puis tu vois à quel point je la vois globale. Je te parle de réserve énergétique.
j'ai travaillé aussi beaucoup en gestion de la douleur, fatigue chronique, de par mon ancienne entreprise. Et quand je suis allé donner la semaine dernière à Montréal une série de conférences qui s'appelait « Comprendre et gérer la fatigue physique et mentale ». Ce que je parlais dans cette conférence-là, c'est exactement ce dont je parle dans mon programme de perte de poids. Et tout ça, c'est aussi en lien, l'état de tes réserves énergétiques, de ton état, de la manière de ce que tu exiges de toi-même, va faire en sorte que soit tu vas devenir obèse, soit tu vas développer de la fatigue, de l'épuisement, qui va devenir de la fatigue chronique, qui va se transformer en douleur généralisée à un moment donné. Et c'est lorsque tu amènes les gens à comprendre comment fonctionne le corps que souvent, tu ne les guéris pas nécessairement, mais tu leur permets d'améliorer leurs conditions générales. Et au lieu de se sentir démunis devant un problème, quand ils comprennent comment un problème fonctionne, ils se sentent en meilleur contrôle. Et l'aspect du poids émotionnel et de la crainte et du stress qui vient avec l'état disparaît. Ce qui fait que tu enlèves une charge psychologique et émotionnelle qui fait que la personne s'améliore encore plus. C'est ça. Écoute, allons-y un peu plus dans les détails et puis de comment ça fonctionne, tout ça au niveau des mécanismes et tout. C'est vraiment ce qui m'intéresse pour voir un peu, une fois qu'on comprend toutes ces données-là, comment est-ce qu'on peut les travailler. Mais pour ça, il faut avoir peut-être des définitions de base. Alors, Denis Boucher, est-ce que tu peux me dire donc ta définition en fait de qu'est-ce que c'est le métabolisme? Tu parles d'utilisation de réserves énergétiques et tout ça. Donc, j'imagine que c'est utilisé par le métabolisme du corps. Donc, qu'est-ce que c'est le métabolisme? Comment ça marche au niveau mécanique ou biologique? Ouais. Je te donne une explication en 2 étapes. Techniquement, le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie dont ton corps a besoin afin que toutes tes cellules accomplissent leur travail. Ça, c'est la peau, le foie, le cœur, les reins, l'ossature, la musculature, le cerveau, les yeux. Et si j'en oublie, tu les intègres là-dedans. OK? Et là, tu as dit métabolisme de base, c'est ça? Métabolisme de base, c'est au repos, tu ne fais rien ou tu dors. Tu es assis ou tu dors. OK? Ça, c'est le métabolisme de base. Lorsque tu commences à bouger, lorsque tu commences à faire de l'exercice, à te lever debout, à te déplacer, on parle d'un métabolisme à l'effort. Donc, tu as un métabolisme qui part du repos. Et si je te fais faire un test de capacité maximale, par exemple sur tapis roulant ou sur vélo, mais je vais atteindre ton métabolisme à l'effort, donc ton VO2 max, ta capacité maximale. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux, tout le temps, pour voir comment ça évolue. Et en fonction de ta courbe qui me donne ton profil métabolique, c'est là que je vais te dire, toi, voici ton apport en calories, protéines, lipides, glucides. Voici comment tu dois t'entraîner sur le plan cardio et sur le plan musculaire. Donc excuse-moi. Oui, donc ça, c'est la base. Maintenant, l'autre aspect, ton énergie, tes réserves bioénergétiques, ça provient des protéines, lipides, glucides que tu consommes. Ça va se répartir dans des sections. Ta zone de stockage de gras qui sont tes cellules adipeuses, le foie qui est ta centrale de gestion des réserves énergétiques, tes muscles et la production de chaleur pour le travail mécanique et le cerveau. Maintenant, tu dois savoir que ton cerveau qui ne représente que 2 % du poids de ton corps, dépense autant d'énergie que tes muscles. Donc, tes muscles requièrent 30 % de ton énergie au repos. Donc, si tu dépenses 1 calorie à la minute au repos, que ton métabolisme de base est donc de 1400 calories au repos, si tu dépenses donc 1 calorie à la minute au repos, 0,3 calories s'en vont à tes muscles, 0,3 calories s'en vont à ton cerveau. 30 %. Donc, pour les gens, l'autre aspect, c'est qu'ils ne s'imaginent pas que penser nécessite de l'énergie. Ils ne comprennent pas, et je te l'ai dit tantôt, notre corps réagit à ce qu'on perçoit du monde et non pas à ce qu'est le monde. Ça va? Donc, en fonction de ta perception du monde, en fonction de ce que tu exiges de ton corps sur le plan physique, je vais à l'inverse, ce que font mes gens. Je vais y aller avec le négatif pour que tu puisses comprendre l'aspect positif. OK? Dans notre monde moderne, qu'est-ce que font les gens? Si ton métabolisme de base, arrondissons ça, il est à 1500 calories. Toi, tu en consommes 1200. Déjà là, tu as un déficit de 300 calories. D'accord? Ce 300 calories-là, il va falloir que des organes sacrifient leur fonction. Donc, ça se peut que tu perdes la concentration. Ça se peut que tu perdes l'acuité visuelle. Ça se peut que tu perdes l'énergie musculaire. Ça se peut que tu ne sois pas capable de récupérer d'une blessure au dos et que ça se prolonge. Tu comprends? Tu as décidé, en plus, ton travail est physique. Donc, pense-y,
tu ne manges que 1200 calories, ton métabolisme est de 1500 calories, et tu dépenses 1000 calories à l'effort, au travail. OK? Tu dépenses donc 2500 calories, tu n'en consommes que 1200. Tu viens de creuser ton écart à 1300 calories de déficit en énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sacrifier encore sur des fonctions. Et là, la fatigue va s'installer. Le matin, après 2-3 semaines, parce que toi, tu es motivé, tu dis, hey, je dépense 2500 calories, j'en mange 1200. Wow, je vais maigrir, je suis donc bien extraordinaire. Mais là, ce que tu ne vois pas, c'est que ton corps est en train de mourir. Fait que là, lui, il commence à t'envoyer des signaux. Tu es fatigué, tu as de la misère à te lever le matin, tu perds de la concentration, tu as des troubles d'humeur, tu as des douleurs musculaires qui ne lâchent pas. Mais là, toi, tu continues et tu te dis par-dessus ça, hey, wow, je vais rajouter 500 calories d'exercice à la fin de la journée. Tu es rendu à 3000 calories de dépenses, tu en manges juste 1200. Après 2 mois, un beau matin, tu essayes de te lever, ton corps te dit, hey, tu étais trop con pour comprendre, là. À matin, tu ne te lèves plus. Okay? Tu es en burn-out, tu es en situation d'épuisement, tu restes là. Comme tu es trop con pour comprendre que tu es en train de me détruire, moi, je te coupe toutes les vannes. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils se disent, oh non, mon Dieu, pas moi. Moi, je suis extraordinaire. Un burn-out, à moi, ça ne peut pas m'arriver. Une dépression, de l'anxiété, ça ne peut pas m'arriver. C'est pas normal. Alors, les gens se sentent coupables. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Au lieu de changer leur style de vie, comprendre qu'ils devraient manger, s'ils dépensent 3000 calories, ils devraient manger 3000 calories et peut-être en faire moins aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent revenir exactement à ce qu'ils faisaient avant. Donc, il y a des gens qui sont des années à souffrir, à être en burn-out, à être en épuisement, tout simplement parce qu'ils battent leur corps, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et avec le temps… augmenter peut-être même les stimulants, j'imagine, à la limite, comme toute l'augmentation du café, boissons énergétiques, choses du genre. Ça augmente les calories, mais en même temps, c'est peut-être pas assez pour combler le manque. C'est pas naturel, comme c'est pas ce que ton corps a besoin. C'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est comme ton corps est en privation, ton métabolisme ralentit. Et je t'ai parlé des zones de distribution des réserves énergétiques. L'énergie vient des protéines, des glucides. Tu vas envoyer normalement plus d'énergie vers ta zone de stockage, tes cellules adipeuses, parce que ton corps est en train de mourir. Et ce que je vois sur le plan métabolique, je te donne un exemple. Si ton métabolisme est à 1500 calories, tu manges 1200 calories. Avec le temps, il va ralentir à 1200 calories. J'ai vu des clientes qui mangeaient à 800 calories par jour en situation de jeûne extrême. Le métabolisme est à 800 calories. Et là, ils se disaient, oui, mais Denis, pourquoi je ne maigris pas? C'est pas compliqué. Tu manges 800 calories, ton métabolisme est à 800 calories. Il stocke le plus de gras possible pour que tu puisses survivre. La fonction du corps, c'est la survie. Et la survie se fait par le stockage de gras. Et donc, ce n'est pas une question mathématique, c'est une distribution de réserves énergétiques. Et si je te ramène dans une zone d'équilibre où tu manges presque l'équivalent de ce que tu dépenses avec un petit déficit calorique acceptable et que tu ne t'épuises pas à l'entraînement et que tu te comprends que si ton travail t'en demande beaucoup mentalement, que tu intègres des périodes de repos dans tes semaines, dans ta journée, tu redonnes un équilibre à ton métabolisme. Qu'est-ce que ton corps fait? Il envoie plus d'énergie vers le foie, les muscles, le cerveau. Il sort des gras de la zone de stockage, les cellules adipeuses, et il les renvoie en production d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu maigris, tu es en forme, tu te sens bien dans ta peau, tu n'es pas épuisé à l'entraînement et tu as pris du temps pour te reposer. Mais dans notre société moderne, se reposer, ce n'est pas ça qu'on veut. On ne parle que de performance. Le monde veut être performant. Et être performant pour eux autres, c'est les belles annonces que tu vois de la femme qui se lève à 5 heures le matin, qui va s'entraîner dans une chambre et que là, après ça, elle donne le déjeuner à ses enfants. Elle s'en va travailler avec sa valise toute motivée. Elle revient le soir, elle est allée chercher les enfants à la garderie, elle fait le souper. Puis, jusqu'à 10 heures, elle est sur son ordinateur en train de travailler pour répondre à toutes les autres demandes du travail. Et ça, on valorise cette image-là. C'est de la merde. C'est de la foutue merde. Mais les gens croient ça, là. Croient que c'est comme ça qu'on doit être. Non, non. On est des animaux. Nos bases de fonctionnement sont des bases biologiques et on a besoin de repos. On a besoin d'un équilibre de base, un équilibre biologique. Mais le monde veut des apparences. Et tu comprends le clash entre mon programme et les croyances actuelles de la société moderne, là? Moi, j'amène les gens dans un autre monde. J'ai des gens qui vont s'entraîner 15 heures par semaine, puis je dis, là, je suis désolé, là,
Ben, tu vas t'entraîner 3 heures par semaine max. Oh mon Dieu, Denis, je vais perdre ma condition physique, ça n'a pas de bon sens, mon niveau de performance. Mais c'est parce qu'écoute, je viens de t'évaluer. Tu fais 15 heures d'entraînement par semaine, tu n'es pas en forme, tu es en train de te brûler. Puis en réalité, ton niveau de condition physique est 30 inférieur à ce que je devrais voir. Donc, ce que tu fais est en train de te détruire. Et tu crois que ça t'améliore. Tu comprends l'écart entre la réalité biologique et ce qu'on croit? Non, vraiment. Puis je trouve ça le fun parce que plus on parle, plus il y a de la profondeur puis de la nuance dans ce que tu dis puis dans tes approches. Fait que je trouve ça super fascinant. Puis tu vois, écoute, il y a énormément de choses qui m'intéressent dans tout ce que tu viens de dire, mais entre autres, puis dis-moi si je me trompe ou si les mots que j'utilise sont pas exacts. Mais moi, ce que je dénote dans ce que tu dis, de la façon que tu parles du corps humain puis du métabolisme, c'est aussi une certaine intelligence dans le corps lui-même en tant que tel. Donc, autrement dit, si tu le prives, si tu es en situation de privation chronique et tout ça, ton métabolisme, pour te garder en vie, ben, il va y aller par sélection. Donc, il va choisir, OK, tu disais, il y a des organes qui vont peut-être moins fonctionner, tout ça, mais il ne va pas arrêter ton cœur du jour au lendemain. Donc, tu sais, il va te maximiser ta durée de vie le plus longtemps possible en y allant par étapes et tout ça. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que des fois, on ne pense pas que le corps va lui-même choisir qu'est-ce qui est le mieux pour lui nécessairement. Donc, évidemment, tu fais une mauvaise décision mentale basée sur la culture ou peu importe la situation sociale, comme tu parles, l'hyperproductivité ambiante, mais malgré tout, le corps, lui, a une certaine intelligence qui va te permettre de maximiser malgré tout les ressources que tu as. Fait que, est-ce que je me trompe ou tu dénotes quand même l'intelligence innée ou peu importe du corps humain? Ben moi, je me sers de l'intelligence innée du corps. Moi, je dis toujours à mes clients, gars, je t'ai donné un plan, pense plus, suis le plan. Parce que les gens pensent trop. Les gens pensent qu'ils vont contrôler mentalement leur métabolisme. Puis je vais entendre, hey, cette fois-là, ça abonne. Mon corps, il va m'écouter. Mais non, il ne t'écoutera pas. Il va faire ce qu'il fait le mieux face aux conditions dans lesquelles tu vas le placer. Donc, ta job, c'est de le placer dans les meilleures conditions possibles. Après, ferme ta gueule, laisse-le faire son travail. Tu comprends? Et ça, c'est la plus grosse difficulté des gens. Parce que j'ai des gens autant en performance sportive où leur notion encore, c'est d'augmenter le volume d'entraînement. Et que je vais leur dire, non, tu n'es même pas assez en forme pour faire le volume d'entraînement que tu fais là. On va ralentir et on va assurer une courbe de progression normale. Parce que le but de tout ce que tu fais, c'est de permettre à ton corps de s'adapter. S'adapter veut dire répondre à une demande énergétique supérieure sans s'épuiser. Mais tout le monde arrive à un maximum de capacité. L'athlète le plus en forme au monde, je peux l'épuiser en le plaçant dans des conditions terribles. Mais mon but, c'est de le placer dans les meilleures conditions possibles pour qu'à un effort donné, il dépense le moins d'énergie possible. Et ces conditions-là changent dans le temps par individu aussi. C'est ça, comme on disait tantôt, l'approche progressive, dans le sens que dans le temps, ta balance ou ton équilibre que tu dis comme mot qui est là au jour 1 de ton programme, dans 6 mois, avec les améliorations et tout ça, ben là, tu peux en demander un peu plus ou j'imagine à modifier les choses et tout ça. Puis là, tu vas avoir une nouvelle balance qui va s'établir, comme tu disais, un peu par plateau et tout ça. Oui, puis, tu sais, ça change en temps réel aussi. C'est pour ça qu'avec des athlètes, par exemple, je vais les tester aux 10 semaines. Je te donne un exemple. Un VO2 max, c'est le niveau de condition physique. OK? Plus le chiffre est élevé, plus tu es en forme. 90, c'est extraordinairement en forme. 50, c'est l'ours moyen qui fait de l'entraînement régulier, là, du vélo, de la course à pied. Puis moi, je vois la plupart des gens à l'heure actuelle sont en bas de 35, ce qui est très, très bas. Mais imaginons que j'ai quelqu'un qui est à 60 et je l'entraîne. Je monte un programme d'entraînement. Je le teste 10 semaines plus tard, 10 ou 12 semaines plus tard. Ça a monté à 63, j'ai une amélioration. Je modifie le programme d'entraînement, j'augmente le volume et l'intensité. 10 semaines plus tard, je le teste, il est rendu à 59. Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est que mon programme ne lui permet plus de s'adapter. Mon programme est en train de l'épuiser. Mais tout le monde, personne ne va se poser la question. Tu sais, la plupart des gens qui ne mesurent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont dire à l'athlète, voyons, non, c'est dans ta tête. Tu es fatigué, là, pousse un peu, grouille-toi le cul. Mais il n'y a personne qui a quantifié l'impact du programme d'entraînement pour se rendre compte que le programme gruge ses réserves énergétiques et que ça lui fait perdre la condition physique. Donc, la réaction, c'est qu'on va mettre ça sur le dos de l'athlète. On va le pousser à continuer à s'épuiser dans un programme qui n'est pas adapté à ses capacités et on va le faire casser. J'ai vu d'innombrables athlètes dans des conditions comme ça finir leur carrière.
J'en doute pas parce que c'est ça, encore une fois, au niveau athlétique et tout ça, ben, la pression que tu parlais tantôt au niveau social, c'est la même chose à un niveau de productivité puis au niveau athlétique. Fait que c'est très similaire. Écoute, on va passer peut-être dans une autre, pas une autre vitesse, mais revenir un peu plus sur le sujet principal en même temps. J'aimerais avoir peut-être ta réponse en quelques mots, vraiment suite au sujet qui m'intéressait principalement, donc obésité, santé, donc tu sais, vraiment les liens là-dessus. Alors, selon toi, Denis, est-ce qu'on peut être obèse et en santé? Donc, par rapport à l'étude là, tu sais, que j'ai relevée du docteur Béliveau et tout ça, Ouais. tu sais, question de base très, très basique, est-ce que c'est possible? Écoute, c'est le docteur Béliveau dans l'article qui m'a mis à jour. Je dois t'expliquer qu'il y a peut-être une dizaine d'années, je suis allé à un congrès scientifique de l'American College of Sports Medicine, le Collège américain de médecine sportive, où il y avait des séries de conférences sur l'obésité. Et à l'époque, on parlait du paradoxe de l'obésité, qui OK. était donc des gens obèses avec un profil métabolique parfait, pas de cholestérol, pas de diabète, pas d'hypertension, pas de problème de santé. Et à l'époque, on croyait que ça pouvait perdurer. Mais avec la recherche que le docteur Béliveau vient de publier, là, donc faire le résumé dans son article, ben, la recherche démontre que c'est pas vrai. C'est qu'à long terme, même si tu n'as pas de problème métabolique, l'obésité va finir par te détruire. Va finir par t'amener des problèmes de santé. Pas à court terme, mais à plus long terme. Donc, la notion de paradoxe d'obésité, comme on en parlait, est plus tellement valable. Donc, des obèses en santé, ça existe peut-être au moment présent, mais sur une échelle de vie, ça ne fonctionnera pas. C'est ça. Fait qu'en fait, il y a une question de temps aussi là-dedans et puis de longévité probablement et puis de santé. Donc, plus tu vieillis, plus probablement le surpoids a des effets aussi indirects, là, tu sais, sur toi, sur au niveau des joints, des articulations et tout Et c'est ça, ça que j'allais la dire. fatigue qui s'accumule et puis tout ça, là, tu sais. Et ce qu'il faut que tu penses, c'est que par 10 livres supplémentaires, 4,5 kilos supplémentaires que tu as, ta condition physique baisse de 4 %. Et le meilleur prédicteur du taux de mortalité, c'est ton niveau de condition physique. Donc, moi, j'ai des gens obèses avec des niveaux de condition physique de 20, de VO2 max, que c'est pathologique. Tu sais que la longévité est réduite. Et là, ce que tu vas avoir, c'est vraiment des gens avec des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, qui vont encore, à cause de leur obésité, réduire leur niveau d'activité physique à un point tel que là, la sédentarité embarque. Tu as des gens qui vont être assis ou couchés 20 à 23 heures par jour. Et donc, les dommages sur le corps humain sont extrêmes. Donc, ce n'est pas seulement l'obésité, là, c'est tout ce qui se rajoute au problème d'obésité. Puis je pense que le docteur Béliveau l'a bien relevé dans son article. Oui, puis en même temps, tu sais, toute la question, moi, je suis fasciné par toute la discussion de toute la diversité corporelle autour de ça aussi parce que faut pas négliger officiellement les impacts négatifs sociaux associés à ça aussi. C'est sûr que si en plus tu as des aspects indirects négatifs qui vont avec ton corps et qu'en plus, tu sais, il y a toute une image négative qui peut être projetée sur toi dans certains médias ou n'importe quoi, ben probablement que ça aussi, ça affecte négativement et plus tu tombes dans des cercles vicieux ou est-ce que tu as juste finalement plus le goût de t'en sortir et tout ça. Puis là, aller chercher, comme tu disais, ton engagement puis ta motivation personnelle, ça peut devenir encore plus difficile. Fait que, tu sais, ça peut être compliqué tout ça. C'est-tu un des problèmes que tu parles avec l'obésité que je vois? Les pressions sociales sont tellement intenses que les gens qui sont en surplus de poids ou un problème d'obésité veulent maigrir, mais veulent perdre beaucoup de poids. Mais cet objectif irréaliste-là est inatteignable. C'est trop difficile. Parce que tu dois viser un premier 5 livres à perdre. 2 points quelques kilos. OK? Parce que déjà, en perdant 5 livres, ta tension artérielle va diminuer, ton profil métabolique va s'améliorer. À 10 livres, c'est encore mieux. À 15 livres, ça devient exceptionnel. Puis à 20 livres, tu as des résultats incroyables. Donc, même si tu as 80 livres en trop, tu veux perdre ce 80 livres-là, c'est trop. Perds le premier 5 livres. Après, tu vas avoir la recette. Reproduis-la pour les 5 autres, tu vas être rendu à 10. Reproduis ça pour les 5 autres, tu vas être rendu à 15. Reproduis ça pour les 5 autres, tu vas être rendu à 20. Rendu là, pose-toi la question, est-ce que je veux continuer à perdre du poids ou est-ce que je veux maintenir ce poids-là? Parce que les gens se mettent une pression mentale qui n'est pas en lien avec une réalité, avec un objectif qui est réaliste. C'est comme si je te disais, hey, on s'en va, on va aller monter l'Himalaya. On n'est pas entraîné, là. On va aller grimper l'Himalaya demain matin. On s'entend-tu qu'on ne fera pas grand-chose? On va abandonner, on va grimper, on va s'accrocher à 2-3 roches, 2-3 morceaux de glace. Puis après ça, on va se rendre compte, non, ça n'a pas de bon sens, je vais arrêter.
Mais si on dit, regarde, Denis, sur la prochaine année, là, je vais te donner des cours d'escalade, on va monter un premier 20 pieds, un 70 pieds. Après ça, je vais t'habituer dans les hauteurs, on va aller sur la glace avec les crochets, tout ça. Mais tu comprends que là, tu as une évolution qui se fait et tu deviens avec une meilleure maîtrise. Mais un objectif irréaliste fait que tu ne seras jamais en contrôle. Exact. Puis, autre chose qui m'intéresse par rapport à ça aussi, et je veux avoir ton opinion là-dessus parce que je ne t'ai pas entendu en parler, je crois, puis je n'ai pas tout écouté non plus tes trucs, mais j'étais curieux aussi dans les différences de cellules adipeuses aussi à l'intérieur du corps humain. Puis je voulais t'entendre parler parce que même en me préparant ce matin de mes derniers préparatifs pour aujourd'hui, j'ai vu que dans la revue L'Actualité, le 2 novembre dernier, donc il y a quelques jours à peine, il y a un autre PhD qui s'appelle Jean-Pierre Després, là, que je ne connaissais pas. C'est une sommité, Jean-Pierre Després. Là. Oui, c'est ça, il a l'air très, très au courant. Je ne sais pas s'il est encore, là, mais il est directeur de la recherche à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Là. C'est vraiment une sommité mondiale là, dans le domaine. Oui, je ne me souviens pas s'il est encore directeur de ça, mais en tout cas, il avait l'air c'était un super bel article bien nuancé. Et puis, il faisait écho à quelque chose qui m'intéressait. Tu sais, moi, dans mes propres expérimentations et recherches, tu sais, j'étais venu sur un terme anglophone qui s'appelait TOFI, tu sais, donc thin on the outside, fat on the inside, donc mince à l'extérieur, mais gras à l'intérieur. Et je pense qu'en français, ça se transmet par les accumulations de gras qui sont viscérales ou abdominales, exactement, versus le gras sous-cutané, tout simplement. Et lui, justement, il amenait quelques nuances par rapport à l'article du docteur Béliveau et l'étude en question, dans le sens que lui, il faisait un peu plus peut-être écho à ce que tu disais par rapport à ton ancienne conférence, que il peut y avoir certaines formes de gras qui sont peut-être moins néfastes, si on veut, à long terme pour l'organisme. Et donc, c'est le gras sous-cutané, à l'inverse du gras viscéral qui, lui, est plus dommageable sensiblement. Alors, je me demandais un petit peu, c'était quoi ton approche par rapport à ça? Est-ce que toi, tu vois une différence même dans le métabolisme par rapport au gras viscéral versus le gras? Dans le profil métabolique, c'est certain. Là. Moi, le meilleur profil métabolique que je vois, c'est quand les gens perdent du gras et gagnent du muscle. Donc, sur le profil métabolique, le cholestérol, le diabète, taux de la glycémie, etc., tu as la meilleure amélioration sur le profil métabolique. Et oui, ce que le docteur Després a démontré depuis longtemps, c'est que le gras viscéral a un impact négatif beaucoup plus grand que le gras sous-cutané, donc en dessous de la peau. Donc, si tu veux, le gras viscéral, c'est en dessous de tes abdominaux. Tu sais, ça va entourer le foie, les intestins. Tu as ça. Donc, les bedaines dures de monsieur, là. C'est ça, c'est dans les organes vraiment. Donc, c'est ça. Dans les organes. Tu peux avoir des petits bras minces et tout ça, mais à l'intérieur de ton bedon et tout ça, c'est tout dur, c'est tout pogné. Donc, ça. Tu restes quand même en surpoids, tu restes obèse, même si tu as l'air mince finalement à l'extérieur. Puis les femmes arrivent au même niveau que les hommes en ménopause. Parce qu'avec la baisse des hormones féminines, ben là, le gras va stocker davantage au niveau abdominal. Donc, quand tu arrives avec du gras abdominal ou viscéral, ben c'est sûr que tu as un impact plus négatif. Sauf que moi, tu sais, ça, c'est vraiment des spécialistes comme le docteur Després qui va travailler là-dessus. Moi, c'est un programme de perte de poids, tu comprends? Donc, tu sais, puis le corps, je ne peux pas choisir, je ne peux pas dire à une personne, OK, tu vas perdre du gras viscéral aujourd'hui. C'est ça, je me demandais, est-ce que tu es capable de mesurer la différence entre les deux? Tu sais, ou Oui, bien, on a des appareils mesurer ça, des balances impédance qui vont le mesurer. Le docteur Després, il a fait un test simple avec un tour de taille, avec un gallon à mesurer. Donc, tu comprends que c'est pas compliqué à mesurer. C'est un outil, c'est un outil qui est très bon. Moi, j'utilise une balance impédance qui est plus facile pour moi parce que ça me donne le taux de gras, la masse musculaire, osseuse, la masse maigre globale, l'hydratation. Donc, ça me permet de faire des analyses qui sont en fonction de mon programme à moi. Nice. Mais ce que tu allais dire, en fait, si je t'ai interrompu, là, mais dans le fond aussi, c'est que c'est ça, évidemment, c'est le corps lui-même. On parlait de l'intelligence du corps qui va décider où est-ce que tu perds du gras en premier. Toi, tu ne peux pas cibler la perte de poids viscérale nécessairement. Là, la perte de poids va être globale et c'est le corps de la personne qui va perdre où est-ce qu'il y en a à perdre en premier, j'imagine. Exactement. C'est pas moi qui choisis. Puis si on vous dit que vous êtes capable de cibler la perte de poids, ouais, partez à rire peut-être, là. Nice. Écoute, j'ai parlé avec un autre invité que je vais sûrement sortir après toi l'épisode. Lui, c'est un jeune entraîneur
qui travaille sur l'entraînement fonctionnel, beaucoup au niveau du tissu connectif, du système myofascial et tout ça. Je me demandais, dans tes propres expériences, dans ton propre programme et tout ça, est-ce que tu prends en considération, toi, un aspect soit posturologique par rapport à cet aspect-là du corps humain, donc le tissu connectif, l'interconnexion des muscles et tout ça, ou c'est pas quelque chose avec lequel toi tu travailles dans ton programme? Pas dans le programme de perte de poids, mais quand je faisais beaucoup de réadaptation, oui, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 20 du muscle, c'est du tissu conjonctif. C'est le tendon qui est lié au muscle et donc ça va être réparti dans un groupe musculaire. Écoute, l'entraînement fonctionnel, c'est excellent. OK? Ça permet un très bon développement musculaire. Ça évite, quand tu fais de l'entraînement musculaire, de t'amener vers des blessures parce que tu es davantage concentré sur la qualité du mouvement et la manière dont ton muscle travaille. Donc, je trouve que c'est une belle dimension à ajouter dans un programme d'entraînement. Moi, mes programmes d'entraînement que les gens font sont tous en ligne, mais j'explique cette dimension-là. C'est-à-dire, vous allez faire des mouvements lents, vous allez contrôler votre mouvement, vous allez garder votre attention sur votre mouvement. S'il y a une douleur qui se présente, c'est que vous ne le faites pas bien, on le corrige. Donc, ça, c'est vraiment des bases essentielles parce que tout le monde qui fait de l'entraînement musculaire, qu'est-ce qu'ils veulent le plus souvent? C'est avoir des beaux gros muscles et ils vont pousser la machine au maximum. C'est ça. Quand en réalité, si on parle de l'aspect du développement musculaire, la science n'explique pas la même chose que ce qu'on va vous montrer en gym. OK? Donc, l'entraînement fonctionnel se rapproche beaucoup plus pour moi d'un entraînement sain. Intéressant. D'ailleurs, je veux même prendre un moment justement pour faire une parenthèse sur l'aspect de l'exercice physique et tout ça en lien avec le stress parce que dans tes propos et puis sur ton site web, tu parles aussi de l'impact du stress. On en a parlé un petit peu tantôt, là, l'anxiété, la pression sociale et tout ça, mais il y a aussi la question de l'exercice et l'intensité de l'exercice qui peut être un stress sur le corps et probablement affecter ton métabolisme et donc la perte de poids que tu as comme objectif. Donc, comment tu vois ça, en fait, que l'activité physique peut se transformer peut-être en stress négatif versus des stress qui sont plus positifs sur le corps humain quand tu es en situation là, de désir de perte de poids ou de surpoids? Je vais reprendre un petit peu ce que je t'ai dit. Le corps humain possède une quantité d'énergie que pour chaque individu est de 100 mais variable d'un individu à l'autre. Okay? Quelqu'un qui a du poids à perdre n'est pas nécessairement quelqu'un en condition physique parce qu'il a acquis de mauvaises habitudes de vie, il ne s'entraîne pas bien. Et donc, ce qui arrive, c'est que quand je fais un test, les gens qui embarquent dans le programme vont faire un test de marche. Ce test de marche-là va me permettre de déterminer leur dépense calorique du repos à un certain niveau d'effort. Je vais avoir une courbe. Les gens pas en forme vont avoir une courbe très plate. Des gens plus ou moins un peu plus en forme vont avoir une courbe plus élevée. Les gens très en forme vont faire un test de VO2 max, vont avoir une courbe assez haute. Puis les athlètes vont avoir une courbe que tu perds. Tu comprends? La courbe est évolutive. Il y a toujours une transition. Cette courbe-là m'indique l'utilisation des réserves énergétiques. C'est-à-dire que lorsque tu es au repos, et que tu n'es pas stressé, ou que tu fais un exercice de basse intensité comme de la marche, tu vas utiliser des lipides pour produire ton énergie. Okay? Maintenant, il va arriver une transition où l'exercice, la vitesse de marche ou la course, selon ton niveau, va t'amener vers une utilisation des glucides. OK? Et moi, je fais toujours le programme pour la perte de poids avant la transition vers les glucides pour que tu sois en situation de brûler des gras tout le temps. Généralement, dans la société, si tu fais une analyse globale, ce qu'on appelle ce seuil-là, on appelle ça le seuil d'échange gazeux. Excuse-moi, je te coupe la parole un instant, mais je suis quand même curieux, juste pour être sûr, je te comprends bien. Donc, une des compréhensions que moi, je pensais avoir potentiellement, c'est que tu vides tes réserves de glycogène en premier avant de passer à métaboliser tes cellules graisseuses, je me trompe? Faux. L'utilisation des réserves énergétiques est fonction de l'intensité de l'exercice et non pas du temps. Mais l'intensité, c'est un effort dans le temps, non? L'intensité, c'est un effort dans le temps, mais à un volume donné, à une fréquence cardiaque donnée. Oui, OK, tu comprends? Ouais. Si toi, je t'amène, je te fais partir à 110 battements par minute, tu vas brûler des gras. Si je te fais partir à 180 battements minute, parce que je te fais partir au maximum de tes capacités, tu vas carburer ces glucides.
OK, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, toi, tu ajustes volontairement donc toutes ces données-là pour Ah être sûr ouais. que la personne va brûler des grands premiers. Fait que même si tu me dis, tu sais, si tu marches au départ, si tu marches lentement au départ, tu vas, oui, carburer ses glucides. Tu vas utiliser des glucides. Mais ta principale utilisation de réserve énergétique va être des lipides. Donc, c'est pas le temps, c'est l'intensité à la qualité qui détermine l'utilisation de tes réserves énergétiques. OK. Donc, comme moi, je fais des tests progressifs, bien, ça me permet de déterminer cette zone de transition-là. Si tu prends l'échelle moyenne, tu vas toujours savoir que c'est à 70 de la fréquence cardiaque maximale. Mais la réalité, c'est que moi, je travaille avec des gens qui ont des pathologies, qui sont obèses. Donc, ça va varier. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est chaque individu. Tu sais, c'est pas un test global de savoir que tout le monde se situe à peu près là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chaque individu, où est-ce que ça se situe. Donc, j'ai des gens, je te donne un exemple, qui vont prendre des bêta-bloquants qui ralentissent la fréquence cardiaque parce qu'ils ont des problématiques cardiaques, où cette zone-là, normalement, arriverait à 120 battements par minute, puis là, elle arrive à 105 battements par minute. Tu vois, il faut que je sois capable de comprendre cette dimension-là. Qu'est-ce qui influence l'environnement de mon individu? La médication, le niveau de stress, le surplus de poids, la qualité du sommeil. Tu comprends? Si tu dors mal, ça devait être à 120, mais tu vas peut-être être à 108 parce que tu es trop épuisé. Donc, moi, c'est ce que je veux comprendre. Fait que si je me fie aux moyennes, je ne serai jamais à un programme personnalisé. Exact. Donc, ça me permet de savoir comment je vais cibler ton entraînement. Ça va me donner aussi un indice sur le plan musculaire, comment ton corps va réagir. Donc, à quel type d'entraînement il va réagir. C'est sûr, dans ton programme de perte de poids, tu pars toujours à basse intensité. Tu ne t'épuiseras jamais. Donc, les gens qui embarquent dans ce genre, dans mon programme, doivent comprendre que je vais démolir vos croyances parce que vous allez faire de l'entraînement, vous allez dire, Denis, je ne pourrai jamais maigrir en m'entraînant si peu et à si bas volume. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que je vous amène dans un état d'équilibre. Votre métabolisme va se mettre en équilibre, puis après, on augmentera. Mais déjà, dès le départ, quand il y a une diminution du volume d'entraînement, ben, la plupart des gens se mettent à maigrir. Donc, ça revient au même un petit peu. Si jamais tu es toujours dans le stress d'entraînement chronique, finalement, à long terme, ton corps devient stressé, donc en déficit, et encore là, ben, tu reviens avec dans le temps, donc les effets négatifs qui se composent ensemble, un peu comme on disait au début de l'émission, avec d'autres formes de stress. Le problème, c'est que, je te donne un autre exemple. Il y a d'excellentes recherches sur l'entraînement par intervalle de haute intensité. Mais les recherches, je vais te donner un exemple, sont faites sur des périodes de 16 semaines, 20 semaines, OK, chez des gens d'un âge donné. Qu'est-ce que font les entraîneurs un coup qui entendent que l'entraînement par intervalle de haute intensité a amélioré le VO2 max à condition physique? Ils n'ont pas lu la recherche. Ils n'ont pas lu que la recherche s'est faite sur 16 semaines ou 20 semaines. Ils se sont dit, on va soumettre tout le monde, même les pépés de 50 à 60 ans comme moi, à des entraînements de haute intensité et en tout temps. Mais la réalité, c'est que tu brûles ton monde. La recherche, elle, faite par le spécialiste, elle ne t'a pas dit que tu peux entraîner quelqu'un de 55 ans 5 fois par semaine à haute intensité, 52 semaines par année. Donc, les gens omettent le repos et c'est toujours la notion de performance. Plus j'en fais, plus je vais avoir de résultats. C'est pas vrai. La recherche t'a même pas dit ça, là. Exact. Donc, moi, j'en ai contre l'entraînement d'intervalle de haute intensité, pas par rapport aux recherches qui sont faites, par rapport à la manière dont les entraîneurs les interprètent. Ça, c'est tout un gros pan de la problématique de la conversation scientifique, plus largement aussi la différence entre les recherches, les méthodologies utilisées, les conclusions des études versus les conclusions qui sont soit faites par des médias ou des personnes qui interprètent le tout et tout ça. Fait que là, ça, c'est un pan qui est ouais, c'est un autre. Mais tu comprends que les difficultés qu'on rencontre, c'est ça. Oui. Écoute, c'est trippant en bout. Là, je veux tomber dans quelque chose qui me passionne personnellement, la question du jeûne. Mais juste avant, j'ai peut-être une ou deux petites questions plus rapides à te poser. J'aimerais t'entendre parler sur deux choses qui sont de biais reliés vraiment avec la question de la perte de poids pour moi et je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Premièrement, la question des toxicités environnementales. Donc, est-ce que selon toi, là, des gens peuvent, qui seraient deux personnes qui seraient similaires et tout ça,
qui vivent soit dans un environnement où est-ce que les toxines soient présentes, que ce soit dans peu importe des moisissures, des choses comme ça ici. On peut peut-être penser à d'autres types de toxines environnementales. Est-ce que l'électromagnétisme peut jouer là-dedans? Ou même des toxines internes, parce qu'il y a de beaucoup plus. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les nouvelles formes un peu de médecine plus biologique et tout ça. Tu sais, on peut penser aux amalgames de mercure. Il y a beaucoup de discussions là-dessus que ça peut créer des toxines internes qui font que ton corps est toujours en stress chronique à l'intérieur et donc il dépense inutilement de l'énergie là-dessus. Et donc, ton corps, avec son intelligence innée, ne peut pas aller travailler sur la perte de poids et tout ça. Est-ce que, je ne sais pas si tu prends ça en considération pour tes clients, peut-être pas, mais est-ce que tu as une vision là-dessus que tu vois qu'il y a des liens avec la perte de poids? Ben, écoute, c'est sûr que, écoute, si tu es intoxiqué aux métaux lourds, oublie ça, là, ton métabolisme va manger toute une volée. Tu comprends? Mais ce n'est pas ma spécialité. J'en connais pas assez pour te dire. Sauf que, tu sais, quelqu'un qui va dire. Mais comme tu viens de le dire, tu reconnais que factuellement, logiquement et scientifiquement, ça fait du sens que si ton corps est toujours en combat interne contre quelque chose, il y a des problèmes. Tu sais. Oh, oui, effectivement. Right? Tu sais, si tu es infecté. C'est infecté par quelque chose, on ne parlera pas du coronavirus, mais un virus, tu as une maladie, tu as une grippe ou quoi que ce soit, ton corps, lui, va prendre son énergie pour lutter contre ça et pour survivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir stocker du gras. Donc, moi, je dis à un client, quand tu es malade, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est que tu engraisses. Tu te fais des réserves pour lutter, là. Donc, oui, mais tu sais, j'en connais pas assez sur les différentes toxines, des choses du genre. C'est pas quelque chose que je vais considérer. S'il y a quelque chose qui se présente, je vais dire, ben, parle-en à ton médecin puis il va voir un spécialiste. Absolument. Mes connaissances se limitent là. Mais c'est parfait comme ça. Puis, mais je suis content parce que tu vois, c'est limite un sujet controversé de parler de ces choses-là ici, de fait qu'il y a des choses qui sont mises dans notre corps, que peu importe, là, sans pointer le doigt. Je vais te donner un exemple. Je veux dire, c'est parce que c'est juste logique là, que si tu as des choses dont ton corps ne peut pas enlever, que ton corps est tout le temps en stress chronique et le fight or flight, whatever, comme ça. Puis justement, comme tu disais, il est obligé d'accumuler tout ça parce que sinon, il perd son énergie automatiquement. Tu sais. Ben, regarde, je vais te donner un exemple qui est plus concret. Il y a plein de gens qui pensent manger santé, qui achètent des produits de tablette en boîte, en bouteille, là, tel produit santé. Les aliments transformés. Là, des aliments transformés. La réalité, là, c'est que dès que tu as un aliment transformé, tu as une liste de produits dont tu n'es même pas capable de lire les noms, dont on ignore l'impact sur le corps. Exact. Pourquoi est-ce qu'on dit élimine les aliments transformés? Parce que ça a un impact sur le métabolisme qu'on n'est pas capable de mesurer et qui peuvent amener des problèmes de santé. L'autre chose, il n'y a pas d'études à long terme sur la symbiose de toutes ces affaires-là mises ensemble sur 5 ans dans différentes tranches de population. Je ne sais pas parce que je ne peux pas te le dire parce que je n'ai pas investigué ça. Ah, ouais. L'autre chose que je vais te donner comme exemple, les édulcorants. OK? Il y a des gens qui disent je ne prendrai pas de sucre naturel, mais je vais prendre des édulcorants. La réalité qu'on a observée dans certaines recherches, c'est qu'un édulcorant, c'est quelque chose qui contient peu ou pas de calories, dont le goût sucré peut aller de 40 fois à 200 fois le goût du sucre réel. Ton cerveau, lui, il peut percevoir une surcharge de sucre, la même quantité. Elle est 40 fois à 200 fois plus élevée que le sucre naturel. Ton cerveau peut percevoir une surcharge de sucre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pomper de l'insuline au maximum dans le corps et l'insuline fait stocker le gras. Donc, les gens vont passer d'une consommation d'une boisson gazeuse avec calories, avec une boisson gazeuse sans calories, mais avec édulcorant, pensant faire la bonne affaire. C'est ça. Qu'en réalité, ça a un effet probablement plus destructeur sur le métabolisme. Remarque que les boissons gazeuses, c'est souvent là, du sirop de maïs. Tu sais, je ne dis pas de ne pas en consommer, j'en consomme des boissons gazeuses. C'est juste qu'il faut faire attention à ce qu'on se met dans la bouche et avoir une réflexion de comment je peux modifier mes habitudes de vie. Donc, si tu accumules tout ça, tu sais, si tu es comme moi, là, je vais te donner un exemple. J'aime bien le ginger ale. Okay? Mais je ne boirai pas 12 canettes de ginger ale par semaine. Quand j'en ouvre une, je la sépare à moitié avec ma conjointe. Parce que ça me fait plaisir, mais ça n'a pas d'impact sur mon métabolisme. Si j'en bois 25, ça va avoir un impact sur mon métabolisme. Tu sais, il y a une notion d'équilibre. Fait que les gens passent toujours de « Oh mon Dieu, il a dit que ça pouvait être dangereux, j'élimine tout. » Non, c'est dangereux si tu exagères. Il y a comme cette notion de milieu-là qu'on perd.
Nice. Ben, c'est super le fun. Merci beaucoup de partager ces réflexions-là, Denis. Écoute, on a à peu près 15-20 minutes pour terminer. Donc, je veux t'entendre un petit peu sur le jeûne après, mais ma dernière question, je t'amène un petit step un peu plus loin dans les trucs qui me passionnent personnellement, dans mes réflexions internes sur la biologie, la santé de l'humain. Écoute, depuis le début, ton approche est vraiment centrée sur le métabolisme, calories, même si ce n'est pas juste mathématique, donc évidemment l'aspect de comprendre comment ton métabolisme fonctionne, ce que tu es capable de gérer et tout ça. Est-ce que tu crois est-ce que tu as vu justement dans tes recherches en médecine expérimentale ou par tes recherches personnelles en lien avec ta passion, que le corps a d'autres façons de produire son énergie que par l'apport en calorique externe, donc en nutrition. Et je pense, par exemple, à quelque chose comme, je vais dire le terme photosynthèse, tu sais, mais est-ce que le corps, tu penses, peut emmagasiner l'énergie par exemple, le soleil directement pour apporter ce qui serait un apport énergétique, donc supérieur à, mettons, quelqu'un qui ne passerait pas de temps au soleil, par exemple, et pour une même dépense, si quelqu'un passe plus de temps au soleil, pourrait avoir peut-être un in de calories plus que l'autre. Tu sais, je ne sais pas si tu me suis un peu. Oui. Écoute, sur le plan scientifique, je te dirais non. Je dois dire que de par mes études et de par certains chercheurs qui sont allés observer je te donne des moines tibétains en montagne, qui sont allés faire des études. C'est des gens, techniquement, tu n'es pas capable d'augmenter ta température corporelle. C'est ça, il y a la méditation en même temps, c'est un autre truc. Ça fait que eux autres, ils ont étudié des techniques de respiration. Puis il y en a une, je pense que c'était le Gutummo, technique de respiration. Exact. Les moines sont capables de dormir juste avec un petit chandail là, dans la neige. Ouais. Une nuit de temps. Ils sont capables d'augmenter leur température corporelle de 15 degrés avec la technique de respiration. Ouais. Et c'est des gens qui vont manger très peu. Tu dirais qu'ils vont crever de faim, ils ne survivront pas, mais ils sont capables de survivre. Si tu me demandes pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais dans notre société moderne, l'énergie provient des protéines, lipides, glucides que tu consommes. C'est ça, exactement. Si tu essaies de te nourrir avec le soleil, là, tu te penses une batterie. Si tu te penses une batterie, tu te mets au soleil puis tu ne manges plus, là, je vais te dire bonne chance. Okay? C'est ça. Non, c'est fascinant. Puis ces moines-là, justement, dont tu parles, il y a toutes sortes de trucs là, fascinants sur eux. Là. Des exercices qu'ils doivent faire là, dans le cadre d'apprentissage de ces techniques de respiration et méditation-là, ils doivent être justement dans les températures très froides et puis ils trempent dans la neige, dans l'eau glaciale, une grosse couverte. C'est eux. Et ils la mettent sur eux et leur défi, c'est qu'ils doivent faire sécher la couverture avant de rentrer à l'intérieur et tout ça, juste en montant la température corporelle. Et ça fait que toute l'eau, tu vois, ça s'évapore et la couverture, ça sèche juste par leur propre augmentation métabolisme d'une autre façon. Je dois t'avouer que je l'ai testé. Hein? J'ai un de mes collègues qui était Gino Dupuis. Hugo Girard, ça dit quelque chose? Absolument, oui. Bon, Hugo Girard, quand il était au championnat canadien qui était sur les plaines d'Abraham, moi, j'ai collaboré avec Gino Dupuis, qui était un homme fort en compétition et qui était un homme fort pour le Cirque du Soleil pendant des années. Gino, lui, c'est le gars qui creusait un trou dans la glace puis qui allait nager en dessous. Okay? Qui s'était développé une technique de respiration de même et qui m'a dit, Denis, veux-tu que je te la montre? Et en un mois de novembre, alors que l'eau est pas loin du 2 degrés Celsius et que la glace est sur le bord de se ramasser, il me montre sa technique, je suis en maillot de bain et là, on rentre dans l'eau. Et la seule chose qu'il me dit, Denis, n'entre pas en panique parce que tu vas souffrir. Et quand je suis rentré dans l'eau, c'est comme si on me fouettait là, partout. Là. Et là, il dit respire, respire, respire. Normalement, d'après moi, j'aurais dû mourir après 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Je suis resté 2 minutes. En sortant, il m'a dit, Denis, il ne faut pas que tu trembles. Il ne faut pas que tu grelottes. Continue de respirer. Reste concentré sur ta respiration. Lui, il est resté 5 minutes dans l'eau glacée. Okay? Juste pour te dire, tu peux tout améliorer. Il y a Iceman, qui est un gars que je ne sais pas si tu connais, qui lui fait des nages sur les glaciers. Okay? Et Wim Hof. Oui, Wim Hof, qui est Iceman, exactement. Et si tu veux en savoir plus sur le plan scientifique, le chercheur qui a fait les recherches sur les gars qui se mettent de l'eau glacée sous le dos, là, des serviettes, c'est Herbert Benson, okay? Qui a travaillé sur la relaxation. Donc, tu vois que le corps humain peut développer des capacités incroyables. Moi, ça m'intéressait parce que j'ai fait du karaté, puis on voulait se dépasser. J'ai fait du cassage de planche, il fallait contrôler la douleur. Il y a toutes ces dimensions-là que j'ai intégrées, puis j'ai voulu explorer à travers mon programme. Mais tu comprends que
tu rentres dans un programme de perte de poids, tu ne vas pas faire du cassage de planche aux gens. C'est ça, c'est ça. Il y a comme des limites. Donc, je me limite à ce qu'on connaît en sciences pour travailler. Mais avec les sportifs, j'ai beaucoup travaillé en hypnose clinique pour modifier les perceptions, la concentration, la perception de la douleur, l'interprétation des performances. C'est des choses vraiment fascinantes. Ça, c'était mon côté psychophysiologie. C'est vraiment pas, je pense, le côté le plus passionnant que j'ai trouvé dans ma carrière. Ah, c'est vraiment passionnant pour moi aussi. C'est le genre de choses qui me fait triper. C'est ça qui m'a amené dans ces conversations-là, dans la réflexion plus au niveau de la santé puis de la biologie et tout ça. Je parlerai de ça pendant 3 heures, mais on va passer à autre chose. Écoute, pour terminer, je veux avoir ton opinion sur la question du jeûne et tout ça. Bon, tu sais, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis plusieurs années. C'est rendu mainstream pas mal, le jeûne intermittent et tout, etc. Et je veux mettre ça en parallèle par rapport à ce qu'on disait tantôt, la question de stress aussi sur l'organisme. Tu sais, parce que je me demandais en fait comment toi tu vois ça ici, parce que d'autres choses qu'on entendait parler, qu'on peut entendre parler dans le milieu de la considération de l'humain et puis de l'importance du respect de l'humain et tout ça, en disant, c'est qu'on entendait dire des fois qu'il y a des gens qui, peu importe ce qu'ils vont faire, ne perdront pas de poids et tout ça. Et moi, de mon côté, je me disais, quand j'avais entendu dire quand j'avais découvert le jeûne il y a 5-6 ans, je me dis non, c'est parce que si quelqu'un arrête de manger pendant 5 jours non-stop, il va perdre du poids, c'est officiel. Il va en perdre beaucoup en eau également. En poids d'eau, exactement, et tout ça ici. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a quand même un moment où est-ce que le jeûne peut être utilisé selon toi comme un stress bénéfique, donc un stress qui peut être ponctuel et qui peut être acute, donc ponctuel, au lieu d'un stress chronique qui peut être négatif à long terme? Est-ce que c'est un outil que, même si toi, tu ne l'utilises pas avec tes clients, est-ce que c'est un outil qui peut être bénéfique pour le métabolisme et qu'on peut, avec le temps, donc intégrer dans sa pratique, justement, peut-être pour améliorer son métabolisme et avoir une santé optimale à long terme? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'études sur le fait que la restriction calorique est une des choses qui augmente aussi la longévité et la santé. Oui, la restriction calorique, c'est de manger moins de 2000 calories par jour. Et 95% des gens ont un métabolisme inférieur à 2000 calories. Donc, ça fit avec la réalité. Le problème avec le jeûne que j'ai vu, mais il y a 2 types de jeûne, il faut que je te parle. Les gens obsédés par leur poids, OK, qui coupent les calories parce qu'ils jeûnent. Et aussitôt que tu coupes les calories, ton métabolisme ralentit. Donc, moi, tous les gens que j'ai vus qui ont voulu perdre du poids avec le jeûne, OK, qui ont coupé les calories, leur métabolisme ralentit. Ça dure en général 20 semaines. Okay? Les gens que ça dure longtemps et bien, c'est parce qu'ils ont coupé les cochonneries. Tu as modifié tes habitudes de vie. Veux pas, si tu décides de faire un jeûne, tu vas modifier tes habitudes de vie. Tu comprends? Mais le jeûne en privation n'est pas une bonne manière de fonctionner. Le jeûne intermittent. Okay? J'ai rarement vu des résultats positifs avec ça. Maintenant, il y a un deuxième type de jeûne qu'il faut que je te parle. Mes clients musulmans. Le ramadan? C'est dans leur éducation. Il y a un environnement social particulier. Ça remonte sur des centaines d'années. Il y a une approche philosophique en arrière de ça. Mais eux autres, il n'y a pas d'impact négatif. Tu comprends? Entre l'obsession du poids et la culture, une culture riche d'enseignement que j'ai vu dans ce jeûne-là, il y a 2 impacts différents. Si tu me demandes comment l'expliquer, je ne le sais pas. Super intéressant. Donc, dans le fond, toute l'idée justement du jeûne intermittent de réduire ta fenêtre de consommation alimentaire et tout ça, c'est pas quelque chose, toi, que tu non, parce que moi, je dis aux gens, regarde, tu atteins un équilibre métabolique, tu vas perdre du poids, tu vas avoir une vie normale. Pourquoi est-ce que tu ferais des pirouettes nutritionnelles pour atteindre ça? Pourquoi être en privation? Pourquoi pas avoir juste une vie normale où tu vas manger régulièrement, tu vas comprendre comment ton métabolisme fonctionne, puis tu n'auras pas à dire « Hey, là, j'ai mangé à 6 heures, j'ai pas le droit de prendre une collation à 8 heures. » Oui, c'est ça. Pourquoi toutes ces conneries-là? Ça ne sert à rien. Et les gens ne font pas de calcul. Tu sais, tu vas dire jeûne intermittent. Encore là, tu vas prendre la recherche, ils vont dire le jeûne intermittent était fait entre telle heure et telle heure avec tel nombre de calories pour telle personne. Mais là, les gens ont entendu jeûne intermittent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les calories, ils vont passer de 1500 calories à 1000 calories. Ils vont perdre du poids dans les 20 premières semaines, beaucoup en eau parce qu'ils vont éliminer leur réserve de glucides. Puis après 20 semaines, ça va repartir dans l'autre sens parce que le corps n'est pas capable de tolérer ça. Et les recherches, c'est tout du court terme, là. Elle rallonge les recherches dans le temps, ça revient tout à la base. Les gens reprennent tout le poids perdu et même davantage.
Donc, on est toujours dans un monde de croyance, on n'est pas dans un monde de précision. Qu'est-ce qu'un jeûne intermittent? Et chaque recherche risque d'avoir un jeûne intermittent qui est différent. Je te reviens avec l'entraînement par intervalle de haute intensité. Il n'y a pas une définition scientifique généralement acceptée de l'intervalle d'entraînement par haute intensité. Je peux te faire des entraînements par intervalle de 3 minutes à 80 de ta capacité maximale avec des repos de 30 secondes ou te faire des 30 secondes d'entraînement avec des repos de 3 minutes. On va appeler ça l'entraînement par intervalle. Comment tu te démêles là-dedans? Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se créent une croyance, la motivation est là. Wow! Le jeûne intermittent, c'est la solution. Et là, ils partent et ils font n'importe quoi. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut une approche intelligente, basée sur de la science et en plus qui s'améliore avec le temps, comme tu disais tantôt. Moi, je dis à mes gens, l'important, ce que je veux à la fin de mon programme, c'est que vous compreniez pourquoi vous maigrissez et que vous compreniez pourquoi vous engraissez. Un coup, vous avez compris ça, à vous de décider ce que vous voulez faire. Super. Ben écoute, Denis Boucher, on arrive à la fin. Je te remercie énormément de ton temps. Dernière question rapide, Denis. Si tu peux, si tu avais la chance de regarder tous les Québécois, les Québécoises ou les gens de la francophonie qui nous écoutent dans le franc des yeux présentement et de leur dire un peu une dernière idée, un dernier message peut-être suite à toute la passion qui t'a mené pendant les 25 dernières années. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui deal peut-être avec un problème de surpoids présentement? Je vous aime gros, mais ce n'est pas obligé de durer toute votre vie. Excellent, super. Eh bien, écoutez tout le monde, de mon côté, c'était le podcast Dans le franc des yeux. Je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de vous donner un autre point de vue, justement, dans une nouvelle lentille, celle de Denis Boucher aujourd'hui, sur la question des liens entre l'obésité et la santé au travers du filtre, si on veut, du métabolisme humain. Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner, si vous n'avez pas déjà fait, à me suivre en ligne sur mon projet Franc-Maçon. Et juste rapidement, je partage mon écran pour les gens qui veulent peut-être, si le cœur vous en dit, de contribuer à mon projet. Donc, vous pouvez me soutenir via paypal.me/gabmasson, GABEMA2SON, ou par virement Interact donation gabmasson en un mot @gmail.com avec le mot de passe franc, FRANC en minuscule. Je vous remercie à l'avance, bien sûr, mais ce n'est pas nécessaire. Et finalement, pour terminer avec M. Denis Boucher, alors, on te suit en ligne sur le site web, si je ne me trompe pas, c'est denisboucher.com. Est-ce que c'est bien ça? Exact, denisboucher.com, oui. Tu as une page Facebook aussi, donc Denis Boucher, bien sûr, où est-ce que tu partages des informations. Et s'il y a des gens qui désirent, ça leur a parlé, comme on disait tantôt, ils ont filé une résonance intéressante avec ta façon de faire. Comment est-ce qu'ils peuvent se prendre en main dès maintenant, s'engager envers eux-mêmes pour obtenir le meilleur produit possible, si on veut, pour ils peuvent aller sur mon site internet, denisboucher.com, dans la section maigrir. Il y a des vidéos. La structure du programme est expliquée. Donc, c'est à eux de visionner ça, de faire le chemin puis de déterminer, hey, est-ce que j'embarque dans une affaire là-dedans ou ça ne me parle pas du tout, tout simplement. Et c'est de choisir, vous, c'est de faire l'effort de trouver, si ce n'est pas moi, ben, quelqu'un qui correspond à vos attentes et à vos besoins. Parce que l'important, c'est que vous réussissiez. C'est ça la base. Exact. Puis si tout le monde se prend en main comme ça et puis a un désir de réussir, je pense que ça peut juste aussi donner une société qui va être plus saine, largement. Et puis la société va mieux réussir elle-même aussi au sens large, sans faire de mauvais jeux de mots. Fait que Denis Boucher, encore une fois, un immense merci. Je te souhaite une bonne continuité. C'était fascinant. Merci d'avoir partagé tes informations acquises au fil de ta carrière en toute franchise. Je te souhaite une bonne poursuite. Et puis tout le monde, n'hésitez pas à contacter Denis Boucher pour avoir plus d'informations. Merci, Denis. Merci.